Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Gérard Mestralet, président d'Engie et surtout président de Paris Europlace, qui représente la finance parisienne. Bonjour Gérard Mestralet. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Paris, qui est dans la course, de devenir une grande, voire la première place financière de l'Union européenne? Ça veut dire beaucoup d'enjeux. Ce qui a déclenché tout cela, c'est le Brexit. Le Brexit, c'est la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Or, il existe dans l'Union européenne un marché unique de la finance. Et en particulier ce qu'on appelle le passeport financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une banque qui est installée dans l'un quelconque des 28 pays de l'Union, avec une seule implantation, a le droit de vendre des services financiers, du crédit, dans les 27 autres pays. Et là, le passeport va disparaître pour le Royaume-Uni. Voilà. Beaucoup de banques internationales s'étaient installées à Londres parce qu'il y a une tradition financière, c'est une très grande place financière. Et donc, avec un passeport à Londres, permettait de vendre des services à tous les clients situés en Europe continentale. La sortie de la Grande-Bretagne, le Brexit, va faire qu'elles vont perdre ce passeport. Et donc, si elles veulent garder leurs clients dans la zone euro principalement, il faut traverser la Manche et donc se rétablir quelque part de l'autre côté, c'est-à-dire Paris, Francfort, Amsterdam, Luxembourg. Ou l'Irlande. Ou Dublin. Voilà. Ou Dublin. Alors, l'enjeu, c'est quoi? C'est de récupérer des emplois seulement, ou il y a peut-être aussi derrière l'influence internationale? Il y a beaucoup de choses. Parce que d'abord, il y a la finance. Effectivement, il y a des décisions de court terme, c'est-à-dire dans l'année ou les 2 années qui viennent, qu'un certain nombre de banques américaines, japonaises, moyen-orientales ou chinoises, basées aujourd'hui à Londres, vont devoir traverser la Manche pour une partie de leurs activités. Bon, donc ça, c'est un premier enjeu. Plus généralement, il faut que la finance parisienne se développe, se renforce, parce que moi, je ne suis pas un banquier. Je suis président de Paris Europlace, et la finance parisienne m'a demandé d'occuper ce rôle parce qu'il m'est plus facile à moi, industriel, international, d'expliquer que nous, industriels, pour notre rayonnement international et les emplois que nous créons en France, nous avons besoin d'une finance française de proximité forte, dynamique, puissante, nous permettant à nous d'avoir accès au marché de capitaux dans les mêmes conditions de compétitivité que tous nos concurrents internationaux. Donc, c'est très important pour l'économie française, pour l'activité, pour l'emploi, d'avoir à Paris une finance tonique, dynamique, de très haut niveau. Et l'influence de la France extérieure aussi. Et alors, ça a donc un impact évidemment sur l'influence extérieure de la France, sur son rayonnement. C'est aussi une question de souveraineté. Ah oui. La France, pour son indépendance, a besoin d'avoir une finance qui soit une finance française. Et c'est le cas. La place financière de Paris est déjà, si on sort la Grande-Bretagne, la première d'Europe, devant Francfort, en termes de dimension. Par exemple, en termes d'émissions d'obligations, c'est 2 ou 3 fois Francfort. En termes d'asset management, c'est 2 fois Francfort. En termes de private equity, c'est moins 2 sur fois les Francfort. dérivés peut-être, sans doute. Alors moins sur les dérivés, vous avez parfaitement raison. Alors aujourd'hui, on dit, les chiffres qui circulent, c'est qu'il y aurait relocalisation de ces emplois en promesse, 1200 à Paris, 750 à Francfort. Pour autant, on a le sentiment que c'est Francfort qui tient la tête là. Alors, d'abord, c'est tout à fait le début. C'est tout à fait le début, puisque toutes les grandes banques internationales, et notamment américaines, n'ont pas encore pris leur décision. Or, c'est elles qui ont les plus gros bataillons à Londres. D'ailleurs, nous-mêmes, effectivement, nous comptons 1200 aujourd'hui, 1000 pour HSBC, qui est d'ailleurs la première des très grandes banques internationales, c'est l'une des plus grandes banques du monde, qui a annoncé transférer 1000 personnes de Londres à Paris, mais c'est encore aujourd'hui la seule, plus 200 emplois qui vont être transférés par des sociétés de services financiers de plus petite dimension. Mais nous attendons 10 000 emplois directs. C'est notre objectif. 10 000 emplois directs, c'est notre objectif en 2 ans. Donc, pour l'instant,
c'est une course, si on peut dire. Enfin, c'est pas extrêmement pertinent de mesurer toutes les semaines qui mène. On verra au résultat final. Et là, nous sommes très confiants. Mais alors, pourquoi on a le sentiment que c'est Francfort qui fait la course en tête? Il y a en nombre d'établissements c'est ça. aujourd'hui des établissements japonais. Nomura. Nomura, Daiwa et quelques autres qui n'ont pas énormément d'emplois. Nomura, c'est 200 emplois. D'accord. Bon, mais ça compte pour une banque. Donc, en nombre d'établissements qui se sont prononcés, pour l'instant, Francfort mène. En nombre d'emplois, c'est plutôt Paris. Mais encore une fois, ça n'est pas significatif. Et nous comptons beaucoup sur l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre pour convaincre. Parce que nous avions fait, depuis l'annonce du Brexit, nous avions fait la tournée, nous avons visité avec Christian Noyer, l'ancien gouverneur, 200 banques et établissements financiers situés à Londres. La plupart n'ont pas pris leur décision. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut réformer le droit du travail et il faut améliorer la fiscalité. Et bien, sur ces deux points, des réponses très claires et positives ont été apportées par Édouard Philippe. On peut dire que l'équipe de France joue collectif, le Premier ministre, le Président, la maire de Paris, le président de la région Île-de-France, tout le monde est derrière pour que Paris récupère ses emplois. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures sociales. Qu'est-ce que vous voudriez en plus pour que ça fasse la différence? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Alors, vous avez raison de dire que l'équipe de France joue unie. Et sur le plan politique, c'est ce que nous avons appelé l'union sacrée. Et l'union sacrée, elle a commencé juste après le Brexit, lorsque, lors de notre dernière réunion de Paris Europlace en 2016, 3 semaines après le référendum, on aurait eu Manuel Valls, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Tous les trois réunis pour souhaiter que la finance parisienne devienne leader en Europe, avec des mesures sur les impatriés, sur l'impôt sur les sociétés, sur le guichet unique, sur l'accueil les lycées internationaux. Des enfants, voilà, les lycées. Alors là, le Premier ministre, à nouveau, avec Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, qui montre bien que après un bouleversement politique, l'union sacrée est toujours là. Le Premier ministre a annoncé un ensemble de mesures considérables dans le domaine du droit du travail, pour la flexibilité du travail, parce que l'activité bancaire est une activité cyclique. Quand les marchés vont bien, on embauche, et quand les marchés vont pas bien, on réduit l'emploi. Donc, il faut avoir de la souplesse, sinon on ne crée pas l'emploi. Et deuxièmement, sur le plan fiscal. Donc, il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites, qui vont rentrer dans la loi de finances dès cette année, ou une loi de programmation de finances publiques dès cette année. Et nous allons effectivement pouvoir utiliser ces annonces vis-à-vis de nos 200 interlocuteurs. Alors, évidemment, ça ne tient pas compte seulement, ça ne dépend pas seulement de Paris, ça dépend aussi des institutions européennes. Vous avez publié en commun avec la place financière de Francfort un appel pour que l'Union européenne récupère en gros les chambres de compensation qui servent en fait entre acheteurs et vendeurs à garantir les deux parties. Oui. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Que ces chambres qui sont à Londres reviennent ici sur le continent? Absolument. C'est aussi simple que cela. Nous voulons, pour l'accord post-Brexit, 2 choses. La disparition du passeport financier, c'est mécanique, mais il faut le confirmer. Pour l'instant, c'est acquis. Et deuxièmement, le rapatriement des chambres de compensation. Aujourd'hui, elles sont à Londres. Elles ne sont pas dans la zone euro. Ouais. Donc, il y a une monnaie européenne, qui est une monnaie d'Europe continentale, qui s'appelle l'euro. La compensation s'effectuait à Londres. Alors, ce n'était pas très grave tant que la Grande-Bretagne appartenait à l'Union européenne. Mais elle va en sortir. C'est inacceptable pour des raisons. Cela dit, la de BCE souveraineté. avait essayé de récupérer quand même ces chambres de compensation. Elle n'y était pas parvenue parce que ce n'est pas dans ses statuts de superviser ces chambres de compensation. Est-ce que vous avez le sentiment que Bruxelles va vous entendre? Oui. Oui, très clairement. Et Michel Barnier a reçu quasiment un mandat pour l'exiger. Ça ne peut pas être dans les négociations sur le Brexit? Non, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. L'euro est en train de devenir une des principales monnaies internationales, avec le dollar et le renminbi.
il est impensable que la compensation, les Américains ne l'accepteraient jamais pour eux-mêmes, les Chinois encore moins. Je dirais même que la Grande-Bretagne, qui a sa monnaie, la livre sterling, la Grande-Bretagne n'accepterait jamais que la compensation de la livre sterling s'effectue en dehors de Grande-Bretagne. Eh bien, pour l'euro, c'est pareil. Donc, il va falloir que ces chambres de compensation rapatrient la zone euro. Une dernière question, Gérard Mestralet, avec une réponse assez rapide. Et vous ne craignez pas que ces différentes dépouilles de Londres fragilisent l'ensemble de la place européenne par rapport à la concurrence des autres places dans le monde? Alors, dépouilles de Londres, il ne faut pas non plus exagérer. C'est vrai que la place de Londres, qui est une place énorme, va voir ses dimensions se réduire, mais Londres va rester une très grande place financière. C'est l'intérêt des Européens en général. C'est l'intérêt des Européens qu'elle reste une place forte, mais c'est l'intérêt des Européens que se développe en zone euro, donc au sein de l'Union à 27, une union des marchés de capitaux extrêmement forte et intégrée. Ça, c'est essentiel pour le financement de l'économie européenne, essentiel pour l'emploi et pour la croissance. Ensuite, cette place financière européenne, elle va coopérer avec Londres, comme on coopère aujourd'hui avec New York, avec Shanghai, avec Tokyo et Singapour. Donc, ce sera une place offshore, mais proche et, j'allais dire, amie. Donc, et tout ça est essentiel à la stabilité financière internationale. Merci beaucoup Gérard Mestralet pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur france24.com. Au revoir.